Bonjour, je m'appelle Alain Rondia, je travaille au Centre wallon de recherche agronomique à Gembloux et nous sommes ici sur un verger de poires à la ferme de Buzin où l'on fait des essais de taille depuis déjà de nombreuses années et nous allons voir un petit peu les problèmes qu'on a rencontrés sur cette parcelle. Alors dans un premier temps, je vais vous parler des besoins du poirier. Et puis nous verrons par la suite un peu les porte-greffes, les variétés également. Donc il faut savoir que le poirier est un arbre fruitier qui a besoin d'un sol plutôt frais, c'est-à-dire qui a une certaine humidité, qui est également à la fois profond parce qu'il a un système racinaire plutôt pivotant, donc il a besoin d'une certaine quantité de terre pour bien se développer. Et il a aussi besoin de beaucoup d'éléments nutritifs, donc il est assez vorace de ce côté-là, surtout les premières années. Et donc il a besoin d'un apport d'engrais également. Par contre, il va craindre tout ce qui est sol plutôt sablonneux ou bien trop argileux, donc qui retient beaucoup trop d'eau, ou bien des sols avec un excès de calcaire également. Il faut savoir que pour l'humidité, c'est important et on a pu le constater ici, c'est que le poirier doit être suivi au niveau de l'arrosage. On a même connu ces dernières années des printemps et voire des étés très secs. Et donc le propriétaire ici n'a pas hésité à mettre de l'ordre de 20 à 30 litres d'eau par arbre et répéter l'opération si nécessaire, si la durée de la sécheresse persiste. Donc ça, c'est un point extrêmement crucial pour maintenir un certain développement de la variété, enfin du poirier en général. On peut dire aussi qu'au niveau du poirier, au niveau des apports d'engrais, donc on privilégie tout ce qui est matière organique, type fumier par exemple. Alors les quantités, ça va être vraiment très variable en fait, de l'âge de la parcelle, de la densité, aussi des besoins. Donc idéalement, il faut faire aussi une analyse de sol pour voir un petit peu les carences éventuelles présentes au niveau de la parcelle. Mais bien souvent, le poirier, au jeune âge, il a vraiment besoin d'une bonne croissance et donc l'azote est un élément vraiment très important dans cette croissance. Et il faut savoir que le poirier, au niveau de sa croissance, au niveau des besoins en azote, il a besoin de pas mal d'azote dès le printemps, donc au débourrement, mais il a également lors de la nouaison, donc là on va se trouver fin mai, début juin, il aura un besoin de l'ordre qu'on estime de 40% de ses besoins en azote sur l'année, donc qui est quand même considérable, et donc c'est important d'apporter cet engrais qui lui sera vraiment vital pour son bon développement. Pour assurer également un bon développement du poirier, on va pouvoir intervenir aussi au niveau de l'arbre, ne pas hésiter à garder, ce qui est très important, c'est de garder une bonne croissance au niveau de ce poirier. Et pour garder la bonne croissance, ça va être aussi éventuellement, lorsqu'on a des variétés qui sont, je dirais, assez fertiles, c'est-à-dire qui vont produire pas mal de fruits, même voire trop de fruits dans le jeune âge, il ne faudra pas hésiter au niveau de l'axe d'éliminer des fruits pour redonner de la vigueur dans cet axe. Ça va permettre aussi d'éviter que la tête ne casse par le poids des fruits ou bien un sarc. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments très importants pour assurer une vigueur de notre poirier. On se trouve ici sur le verger avec un essai de 3 porte-greffes en poire, donc 2 porte-greffes de vigueur intermédiaire et un franc, donc un semis, donc plutôt vigoureux. Et parmi ces porte-greffes, nous avons un porte-greffe pyrodwarf. Donc le pyrodwarf, c'est un porte-greffe de vigueur moyenne. Le gros avantage de ce porte-greffe-là, c'est qu'on aura une mise à fruit assez rapide, de l'ordre de 2 à 3 ans, avec quand même une vigueur de l'ordre de 4 à 6 mètres de haut à taille adulte. Il faut savoir qu'en fonction de la vigueur, on va devoir respecter des distances de plantation et à l'occurrence pour ce type de porte-greffe, on est de l'ordre de
3 à 4 mètres dans la ligne et plutôt 5 mètres entre lignes, dans un verger dit classique. C'est un porte-greffe qui confère également, et ça c'est très important, une très bonne résistance au niveau du feu bactérien, qui a une très bonne résistance au niveau du gel également, et une bonne affinité au niveau du greffage, étant donné qu'on est également sur du Pyrrhus. Ce sont des porte-greffes qui sont multipliés in vitro et par bouturage. Donc voilà, c'est le porte-greffe qu'on va trouver chez les pépiniéristes. Deuxième porte-greffe qu'on a aussi d'une vigueur un tout petit peu plus importante, mais qui reste quand même un demi-tige. On est sur un Farold OHF 87. Alors c'est une sélection de Farold qui est intéressante au niveau du calibre du fruit. Donc ça garde un fruit quand même, on va dire, d'un calibre équivalent à ce que l'on pourrait trouver sur un cognacier. Que le précédent, eh bien là on est sur un calibre un petit peu plus petit. Donc il a quand même les mêmes caractéristiques que le précédent, à part que la vigueur est un tout petit peu plus grande, donc on aura une distance de plantation un tout petit peu plus grande, on pourra espacer les lignes d'1 mètre en plus, on sera sur plutôt du 6 mètres, étant donné qu'on aura peut-être une vigueur un peu plus forte. À côté de cela, eh bien, on a un porte-greffe haute tige, donc c'est un semis de Kirschenzeller, c'est une sélection allemande. Le gros inconvénient de ces porte-greffes, eh bien, c'est la lenteur de mise à fruit. Donc on est sur 5 à 7 ans, donc qui est quand même assez important. Par contre, on est sur quelque chose qui a une très bonne adaptation au niveau du sol, on a un enracinement pivotant, et donc c'est une variété un porte-greffe pardon, qui est aussi très résistant au niveau du gel, bien évidemment. Par contre, il est sensible au feu bactérien. Au niveau du choix variétal, qui est quand même capital dans l'implantation d'un verger, nous avons quand même depuis plus de 45 ans maintenant au sein du Centre Wallon de Recherche Agronomique, grâce à l'initiative de Charles Populaire, répertorié pas mal d'anciennes variétés de nos régions que l'on étudie. Donc c'est vraiment nos objectifs. On les étudie sur leur rusticité, sur les maladies, et sur tout ce qui est qualité, bien évidemment, organoleptique et conservation. Et donc, suite à tous ces travaux-là, eh bien, on a mis en essai justement pas mal de variétés sur ce verger. Alors je souhaiterais quand même, et là on a pu le constater de par ces essais-ci, qu'il y avait des variétés qui étaient quand même beaucoup plus faciles à conduire que d'autres variétés en haute tige. Alors je vais mettre peut-être l'accent sur certaines variétés qui ont justement cette facilité de conduite au niveau du haut tige. Alors, première variété auquel je pense, eh bien, je l'ai en main, c'est une comtesse de Paris, donc c'est une poire qui est très intéressante parce qu'elle est à la fois bien sûr rustique, facile à conduire et comme vous pouvez le voir, on est quand même fin février, donc elle se tient très bien. Donc c'est une poire ici que j'ai conservée dans un abri de jardin, donc elle n'a même pas connu le frigo. Elle est à ce moment-ci à son optimum de maturité, donc elle est à la fois fondante, plutôt douce, sucrée et ferme à la fois, tout en ayant un bon petit arôme. Donc variété vraiment intéressante à recommander pour le haut de tige. Alors à côté de ça, nous avons aussi d'autres variétés, comme je pense à la beurrée d'Illy, donc c'est une des dernières variétés que l'on a diffusées à Gembloux. C'est une variété qui se met vraiment facilement à fruit avec un beau port. Et donc la caractéristique de cette variété, c'est qu'elle a tendance souvent à produire des fruits qui vont par paire. Et donc c'est une variété plutôt fondante, comme le mot l'indique, beurrée, et avec un petit arôme qui lui est très caractéristique, qui est agréable. Pour certains arbres, j'ai pu constater que lorsqu'on avait une grosse production, une forte charge, l'année d'après, il pouvait y avoir un petit phénomène d'alternance qui pouvait se marquer. Mais néanmoins, c'est une variété quand même très très intéressante. À côté de ça, vous avez une autre variété aussi que l'on peut retrouver, qui est facile à conduire, c'est la poire de Gros. La poire de Gros, c'est une variété qu'on a retrouvée dans la région de Gembloux. C'est une variété
extrêmement rustique, bronzée, qui est vraiment destinée à la cuisson. C'est une poire qui sort toujours des panels de dégustation à l'aveugle parce qu'elle a un arôme vraiment très agréable de poire, avec une certaine finesse au niveau de la chair qui le rend vraiment très agréable à la dégustation. Et ce sont des arbres extrêmement rustiques. À côté de ça, eh bien, on a aussi, et ça il est bien présent au sein de ce verger, c'est Alexandre Lucas, aussi très facile à conduire, avec une bonne résistance au niveau des maladies. Nous avons aussi Beurré le Brun, qui est une variété plus précoce, fondante, mais aussi très résistante au niveau de la tavelure. Nous avons également la double Philippe qui est aussi une variété extrêmement résistante, donc l'on retrouve aussi pas mal en Gaume, donc de la mi-septembre. Et alors il y a aussi encore une poire qui est intéressante, c'est la Saint-Mathieu. Donc c'est une poire à cuire, donc qui a une belle couleur, une belle joue rouge et aussi facile à conduire et très rustique. Donc ça, ce sont les variétés qui, je pense, si quelqu'un veut l'installer en tige, ne posera aucun problème, même pour quelqu'un qui est plutôt novice en la matière. Par contre, à côté de ça, on a d'autres variétés qui restent néanmoins gustativement et au niveau des maladies très intéressantes, mais qui posent un peu plus de problèmes quant à la mise en axe, la conduite, au niveau de la conduite, où il faut faire un peu plus attention. Donc je pense principalement à la Beurré d'Anjou ou Nec plus Meuris, c'est une variété qui est très très faible et de ce fait, j'insiste bien, il va falloir apporter une attention toute particulière à l'arrosage, à la fumure, au désherbage, etc. Donc ça c'est important. On a aussi d'autres variétés comme la Beurré super fin, qui est une variété extraordinaire, donc qui est à la fois beurrée, sucrée, acidulée et bien aromatique, mais en termes de vigueur c'est plutôt faible et elle est un petit peu sensible aussi à la tavelure lorsqu'elle se situe sur des arbres hautes tiges. On peut dire aussi que eh bien, une autre variété comme la précoce Hénin, doyenne Hénin, c'est une variété que l'on diffuse également, qui a un port très très érigé, assez vigoureuse, mais un port très érigé, donc avec des angles très fermés au niveau des branches, qui n'est pas toujours évident à conduire. Par contre, je trouve un intérêt pour cette variété pour l'utiliser notamment comme entre-greffe, comme intermédiaire de greffe. Elle forme des très beaux troncs, et donc de ce fait-là, c'est une variété qui reste néanmoins aussi très intéressante. Ici, nous allons vous montrer quelques cas qu'on a pu rencontrer, donc des problèmes au niveau du verger. Donc, dans un premier temps, eh bien, on peut retrouver ce genre de dégâts, comme on peut le voir au niveau du tronc. Donc, ces dégâts de chancre, on va dire, ça forme un chancre qui est souvent provoqué par un petit coléoptère. Donc, son nom c'est l'Agrilus sinuatus. C'est un insecte qui va venir en fait pondre. Les femelles sortent en général fin mai, début juin, donc quand on a des températures assez chaudes, et donc elles vont venir pondre environ une trentaine d'œufs dans des petites écorces au niveau du tronc. Les œufs vont éclore, les larves vont directement aller sous l'écorce. Et elles peuvent avoir un cycle d'environ 2 ans, jusqu'à 2 ans, sous cette écorce-là. Et durant tout le cycle, l'insecte, enfin la larve en l'occurrence, va avoir tendance à descendre et souvent faire des genres de S, qui peut parfois se voir aussi au niveau de l'écorce, donc faire un décollement de l'écorce. Donc cela peut provoquer bien sûr la mortalité de l'arbre si l'insecte parvient à faire le tour du tronc. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de sève qui va circuler et donc ça entraîne la mort de l'arbre. Donc ça peut être quand même un problème assez important et on peut voir par la suite, eh bien, on a parfois, eh bien, on peut observer un trou de sortie également de l'insecte. Alors comment lutter contre cet insecte ? En bio, malheureusement, on n'a pas beaucoup de solutions en termes de produits, étant donné qu'on est avec un insecte
coléoptères sous l'écorce. Donc pour atteindre cet insecte, ça ne va pas être évident avec des produits éventuellement. Par contre, il va falloir être vigilant lors de l'achat de ces arbres, donc lorsqu'ils viennent de pépinière, parce que parfois, eh bien, le problème est déjà présent dans l'arbre à ce moment-là. Donc il faut vraiment être vigilant, bien observer ces arbres avant de les planter. Et si on observe déjà des dégâts, eh bien à ce moment-là, il ne faut vraiment pas avoir peur de venir avec un couteau, un peu comme un chancre, le gratter, hein, et descendre, en sachant que l'insecte aura toujours tendance à descendre. On va descendre pour essayer de retrouver la larve et bien évidemment la tuer. Donc à ce moment-là, on est tranquille et en général, l'arbre cicatrise pas trop mal une fois qu'on a fait cette opération-là. Donc voilà pour cet insecte qui peut poser quand même pas mal de problèmes. Maintenant, par rapport à cet insecte, on a fait aussi en partenariat avec nos partenaires français de Villeneuve-d'Ascq, donc près de Lille, donc le centre de ressources génétiques fruitières, eh bien, on a fait des essais de badigeon, hein, différentes formulations, et qui a duré plusieurs années. Malheureusement, on ne peut pas dire avec certitude que le fait de badigeonner les arbres ont un intérêt très négatif par rapport à l'agrilus. On n'a pas pu le conclure, en tout cas dans les premiers essais qui ont été réalisés. Par contre, je pense que le fait de badigeonner les arbres avec une chaux, un lait de chaux, reste quand même intéressant, avantageux pour tuer tout ce qui est éventuellement des œufs, des petits parasites qui restent au niveau du tronc, mais aussi très intéressant par rapport, on voit quand même qu'au niveau climatique, il y a des changements, hein, on a des périodes plus sèches, et beaucoup plus chaude aussi, hein, qui provoque des brûlures au niveau du tronc. Hein, et donc le fait d'apposer ce badigeon va quand même avoir une très bonne protection par rapport à ces coups de soleil qui forment également de dégâts assez importants au niveau des arbres fruitiers. Donc un autre problème qu'on a rencontré au sein du verger, c'est également les rongeurs. Donc en Belgique, on va rencontrer 3 types de rongeurs, hein. Donc vous avez également la taupe noire, vous avez le gros campagnol, le campagnol terrestre, et également le petit campagnol des champs. Donc la taupe noire en tant que telle n'est pas dangereuse pour vos arbres fruitiers parce qu'elle a un régime plutôt carnassier, donc elle va manger des petits insectes, elle va manger des vers de terre. Par contre, une fois qu'elle s'implante dans un environnement, bien souvent elle va attirer les campagnols de par leur galerie, donc les campagnols peuvent également utiliser des galeries des taupes. Donc en cela, ça peut être nuisible par la suite pour votre verger. Par contre, au niveau des dégâts que le campagnol peut occasionner, ils peuvent être assez importants. Vous voyez ici un jeune arbre qui a été planté et manifestement il est mort. Donc là, si on regarde au niveau du système racinaire, je vais le déterrer. Et voilà, et donc on peut observer que là, au niveau des racines, il n'y a plus grand chose. Et donc là, c'est vraiment des dégâts typiques du gros campagnol. Vous voyez bien le rongeur qui est venu ronger, donc on voit bien ici les dents, hein, donc ils ont vraiment bien grignoté l'arbre. Hein, donc ce gros campagnol pose pas mal de problèmes dans les cultures, en arboriculture en général d'ailleurs, hein, pas que pour le poirier. Et donc là, il va falloir faire attention pour essayer de maintenir une pression plutôt basse. À côté de cela, vous avez aussi le petit campagnol ou le campagnol des champs. Donc vous voyez ici tous des petits trous, donc des petits trous en surface qui sont très caractéristiques du petit campagnol. Donc ici, on voit bien qu'on est sur un terrain miné. Hein, et donc le petit campagnol, lui, aura plus tendance à venir ronger l'arbre au niveau du collet. Hein, donc plus en surface. Hein, donc voilà, je ne pense pas que rien que lui va provoquer la mort de l'arbre. Maintenant, tout ça va dépendre bien sûr de la pression des rongeurs au sein de votre parcelle. Alors on se dit, comment lutter contre cela? Parce que ça peut quand même, dans certains cas, provoquer pas mal de problèmes, de dégâts, et c'est des pertes sèches. Hein, et donc, il n'y a pas réellement une solution miracle, c'est vraiment une combinaison de différents moyens qui vont permettre de diminuer, de baisser ce niveau d'infestation. Alors, un des moyens qui est utilisé ici à grande échelle et qui est très intéressant, c'est notamment la mise en place de perchoirs. Hein, donc ici, en l'occurrence, ce n'est pas un perchoir
perchoir, mais c'est un bambou qu'on a installé pour la conduite des arbres, eh bien, on peut observer régulièrement des rapaces. Donc il y a un prédateur vraiment pour nos rongeurs qui viennent se poser sur ces bambous. Donc ça va leur faciliter la prédation par la suite. Donc ça, c'est un très bon moyen, notamment pour permettre de réduire la pression des rongeurs. À côté de cela, eh bien, on peut mettre également des haies. Vous voyez, tout autour de notre verger, eh bien, il y a eu une installation de haies qui va aussi créer des refuges pour nos prédateurs et permettre justement de réduire cette pression au niveau des campagnols. Un autre moyen qu'on peut mettre également en œuvre, ça va être de les embêter quelque part. Donc de travailler le sol. Donc le fait de travailler le sol, on va détruire les galeries et donc on va vraiment plutôt avoir tendance à les faire fuir, mais il faut le faire de manière plutôt régulière. Ou bien, ça c'est très important aussi, c'est de maintenir une herbe très rase, très courte, pour empêcher les campagnols de se sentir en sécurité quelque part et se protéger. Donc voilà, ce sont tous des moyens vraiment qui vont permettre de faire baisser ce niveau de pression. À côté de cela, il y a d'autres moyens de lutte aussi un peu physiques, on va dire. C'est à la plantation, chose qui n'a pas été faite ici parce que c'est aussi quelque chose de très fastidieux. On peut planter en mettant des cages, d'un système de cages. Donc là, il faut être très attentif sur le maillage qu'on va utiliser. C'est un maillage d'entre 13 et 16 mm de diamètre, pas plus, sinon le petit campagnol peut passer à travers. Ce sont des mailles torsadées, mailles hexagonales. J'insiste là-dessus parce qu'il existe également des mailles carrées soudées qui ne faut surtout pas utiliser parce qu'elles vont quelque part étrangler les racines, elles ne pourront pas passer à travers ce maillage. Donc là, il faut vraiment être attentif dans le choix du maillage. Ça, c'est aussi une façon de protéger son arbre. Et là, il faudra veiller également à bien revenir avec votre maillage au niveau du tronc pour empêcher que le campagnol ne vienne passer par au-dessus également. Et puis alors, il vous reste la dernière chance, on va dire, c'est aussi tout ce qui est piégeage, piégeage type guillotine, qui peut être aussi assez efficace quand on a des pressions très importantes afin de réduire cette pression de manière plus rapide, mais ça demande quand même je dirais un suivi régulier, c'est quand même parfois assez fastidieux à réaliser, il faut être constant dans cette capture, mais ça vaut quand même la peine de mettre tout ça en œuvre pour sauver nos arbres et puis par la suite avoir vraiment un beau verger.